Tapotez, partagez, famille. Tapotez, partagez. Dans quelques instants, vous me verrez. Là, vous me voyez déjà, mais la luminosité n'est pas encore bonne. Kamae, Akama, allume ton cerveau. Kama, Kamae, Akama, éveille ton cerveau. Kama, Kamae, Akama, allume ton cerveau. Akama, Kamae, Akama, éveille ton cerveau. Kama, Kamae, Akama, allume ton cerveau. Let's go. Ils ont diabolisé nos cultures. Ils ont diabolisé nos traditions. Pour nous maintenir dans la peur. Pour nous maintenir dans l'ignorance. Rien ne sera plus comme avant. La jeunesse africaine est debout. Rien ne sera plus comme avant. Les enfants de Kama sont debout. Voilà, famille. Nous n'avons pas atteint notre Coran, mais nous allons absolument faire le job. Nous allons lancer, introduire le live. Bien. Bienvenue dans ce live ce soir intitulé « Veillée de désaliénation et de dézombification de masse ». Nous avons commencé cette semaine avec une journée de retard parce que le dimanche et le lundi, nous étions en voyage spirituel. Nous sommes revenus chargés. Vraiment, nous sommes vibrants d'énergie. Nous débordons d'énergie. Et on en a besoin quand on a décidé de mener ce genre de travail. On en a besoin quand on a décidé de parler au peuple, de parler pour le peuple, de parler pour l'éveil du peuple. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Vous allez remarquer que il y a dans cette génération un certain type de personnes qu'on appelle les appelés. Bon, dans les peuples dominants, disons ça comme ça, ils appellent ça les élus, mais nous n'allons pas utiliser les mêmes termes. Il y a dans le peuple africain, le peuple négro-africain, un certain type de personnes qui prennent désormais la parole pour parler au peuple. Observez-les bien. Vous allez remarquer qu'ils ont un certain nombre de qualités. Ils sont humbles, ils sont respectueux, ils sont, en fait, je pourrais vous lire toute la mahate. Tous ne sont pas parfaits, mais chacun y travaille à s'améliorer de jour en jour. Mais pour ceux qui ont reçu l'appel, et qui ont décidé de faire ce travail, ça se voit. Parce qu'ils ont une attitude, ce que nous avons appelé sur ce panel, la kamite attitude, la kamitude. Ils ne sont pas imbus de leur personne. Qu'ils aient 10 followers ou 200 000 followers, ils restent les mêmes. Parce qu'ils font partie de cette nouvelle classe de personnes, ce qu'on appelle le nouveau type d'Africains. Ceux-là qui ont compris que les panafricanistes ont fait fausse route. Les Africains religieux qui ont été panafricanistes, c'était pas le bon chemin. Parce qu'ils ne s'étaient pas posé la question. C'est quoi le paradigme civilisationnel? C'est quoi le paradigme spirituel sur lequel nous nous basons pour impulser le panafricanisme? Est-ce que vous pensez réellement que c'est possible d'impulser le panafricanisme étant musulman
étant chrétien, étant bouddhiste, étant franc-maçon, étant rosicrucien, étant scientologue, est-ce que vous pensez effectivement que c'est possible d'impulser la renaissance africaine en étant dans le paradigme des bourreaux de nos ancêtres? Alors, on va peut-être dire que j'ai exagéré, mais ceux qui nous ont précédés, peut-être ils n'avaient pas tous ces éléments. Ils n'arrivaient pas à dissocier. Ils essayaient de dissocier les Arabes de l'islam, les Occidentaux de la chrétienté ou du christianisme, et certains qui veulent même dissocier les Juifs du judaïsme. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est possible? Est-ce que les Noirs d'aujourd'hui doivent encore prétendre qu'ils sont les vrais Hébreux, les vrais Gréco-Romains, les vrais Arabes? Est-ce que c'est possible d'être tous les autres sauf soi-même? Nous allons parler ce soir. Bonsoir. Si tous les kings et les queens de ce panel viennent à temps, on aura l'occasion de revenir sur la lecture de ce livre que nous avons commencé. Sinon, ce soir, on va juste s'entretenir. Hier, nous avons eu à s'entretenir sur le fait que c'est à la chute effective de l'Égypte antique, c'est-à-dire à partir du 4e et du 5e siècle, que les remigrations de masse ont débuté. C'est-à-dire quoi? Je suis allé jusqu'à vous expliquer que dans les cercles initiatiques que nous avons dans nos villages, ceux qui ont créé ces cercles initiatiques étaient des prêtres qui venaient de Kemet. Ce n'est pas tout le peuple qui venait de Kemet. Il faut bien le répéter, parce que les peuples qui étaient en Afrique, depuis l'Antiquité, les voilà. Vous voyez bien, en Afrique centrale, Punt, Toua, les Sara, les Nok, les Ifé, les Akang, les Songhai. Vous voyez les Nzambi, etc., les Himba, etc. Voilà les grands groupes africains. Dans ces grands groupes qui formaient ce qu'on peut appeler des empires, il y avait naturellement beaucoup de tribus, beaucoup de royaumes. Parce que pour faire un royaume, il faut beaucoup, pour faire un empire, il faut beaucoup de royaumes. Ce qui s'est passé, c'est que, à partir des Assyriens, qui sont arrivés, n'est-ce pas, avec les Juifs, hein, les Hébreux, vers le 8e siècle avant l'ère romaine, ils se sont installés à Kemet, ils ont pris le pouvoir à Kemet, et c'était la fin de la civilisation multimillénaire négro-africaine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont découvert, en rentrant dans les temples, que la spiritualité était la seule science qui n'était pas enseignée, qui n'était pas donnée aux autres. D'ailleurs, les anciens les avaient appelés les Hamous pour les Caucasiens. Et il y avait un autre nom toujours dans le même sens pour les Sémites. C'était des barbares. Les Assyriens ont été chassés par les Perses. Les Perses, je rappelle que les Perses, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les Iraniens. Ils ont été chassés. Ils ont chassé les Assyriens. Pendant la période perse, c'est à cette époque-là que vous entendez certains noms de Hotep, que vous entendez beaucoup les noms des Grecs qui sont venus étudier en Afrique. Je rappelle que même si le pouvoir avait déjà été pris par les envahisseurs, les grands prêtres, c'est-à-dire les grands professeurs, on peut aussi les appeler ainsi, parce que même les mathématiques étaient enseignées dans les temples. Les grands prêtres étaient encore africains. Jusqu'à ce que les Romains ont récupéré la secte chrétienne pour en faire la religion de l'Empire. Les prêtres dans les temples africains de Kemet
étaient tous africains. On va y revenir. Je ne veux plus citer les noms des Grecs sur ce panel, mais vous voyez de qui je parle. Ceux qu'on appelle les philosophes, les mathématiciens. C'est entre le 5e et le 3e siècle, avant l'ère romaine, que tous ces gens-là sont venus en Afrique. C'est entre le 5e et le 3e siècle. Non, je ne crois pas à Yacoub, mais ce n'est pas le thème. Les Grecs, donc, ont d'abord envoyé les étudiants. Un peu comme les Hyksos avaient fait. Ils avaient d'abord envoyé une poignée de gens qui sont venus s'installer vers moins 2000. Et au fur et à mesure, ils ont pris un quartier après une ville et ils sont entrés dans les institutions. Et ils ont disloqué les institutions de l'intérieur. En faisant quoi? En métissant la royauté. Et c'est ainsi que de l'intérieur, ils ont ouvert la porte à leurs ancêtres, les Hyksos. C'est comme ça qu'ils ont pris le pouvoir pendant près de 100 ans. Le même principe a été fait par la suite. La période où les Grecs sont venus en Afrique. Vous pouvez monter juste après, jusqu'à la fin de l'exposé. Quand les Grecs sont arrivés en Afrique, ils ont d'abord envoyé les étudiants. Et je rappelle ici qu'ils étaient quand même, contrairement aux autres, les meilleurs étudiants de nos anciens. Les Hébreux, quant à eux, leurs ancêtres, les Hyksos, en partant, ils ont été chassés sous Ahmosis Ier. Vous trouverez les vrais noms des pharaons si vous vous intéressez aux travaux du frère Sindoyan sur YouTube. Sindoyan Thomas. Allez noter le nom. Il a gardé le prénom caucasien, mais on n'y peut rien. Nous sommes tous, n'est-ce pas, nous en avons tous. Donc, les Grecs sont donc arrivés en Afrique, mais avant d'arriver en Afrique, pour prendre le pouvoir sous le barbare Alexandre, qu'ils ont appelé Alexandre le Grand, moi je l'appelle, et les Africains devraient l'appeler Alexandre le Barbare, ils ont pris le pouvoir au 4e siècle, avant l'ère romaine, vers 325. Ce qui s'est passé donc, c'est que les Grecs, contrairement aux Hébreux, qui ont totalement diabolisé les Africains, ils ont diabolisé Pharaon, ils ont diabolisé les Africains en fait, voilà, parce que s'ils diabolisent déjà le souverain, comprenez qu'ils ont diabolisé le peuple. Donc, ce qui se passe, je vais rapidement réactiver mon oreillette. Hein. Donnez-moi une seconde. Voilà. Voilà, merci. Donc, les Grecs, eux, ils avaient besoin de savoir. Toutes les divinités grecques, d'ailleurs, avant qu'ils n'arrivent en Afrique, puisqu'ils les ont copiées, leurs étudiants les ont ramenés des sciences de l'Afrique. Et eux, ça les a intéressés. Donc, en fait, ils venaient d'abord pour apprendre. C'est pourquoi toutes les divinités grecques, d'ailleurs, avant qu'ils n'arrivent en Afrique, étaient peints en noir. C'est à partir de moins 250 qu'ils ont eu des velléités de s'émanciper des divinités noires et ils ont fait de Osiris Sérapis, qui subitement est devenu blanc. Ils ne voulaient plus se soumettre ou bien vénérer des divinités noires. Vers moins 250. Si ça vous intéresse, vous allez trouver des pièces de monnaie de cette époque-là. C'est d'ailleurs l'époque pendant laquelle ils ont traduit le mot Kérest en égyptien antique, qui était un rite funéraire et un rite d'intronisation. Kérest qui voulait dire oindre ou recevoir l'onction. C'est d'ailleurs de ce mot que vient le mot Christos. C'est un rite africain. Celui qui a reçu l'onction, on a déjà montré ici. Je vais d'ailleurs montrer une image encore de ça, parce qu'on va survoler. On va rapidement survoler ça, parce que voilà, ceux qui sont ici le savent. Voilà un rite d'onction dans le temple
d'Abydos. Vous voyez que Ramsès II, c'est 1300 ans au moins avant l'ère romaine. Donc, si Ramsès II fait une onction à Osiris, et qu'après on vous dit qu'il y a un Messie qui a reçu l'onction, comprenez qu'ils ont copié. Ils ont copié. Je vous montre une autre image. Voilà une autre image. Séti Ier qui fait une onction à Ré, à Ra. Voilà. Quand vous entendez Ré, comprenez que c'est une autre façon d'écrire Ra. Voilà. Amon-Ra. Donc, ce que vous voyez là, c'est en Afrique. C'est encore gravé aujourd'hui dans les murs en Égypte. Ce qu'on appelle l'Égypte aujourd'hui. Ce qui s'appelait Kémet dans l'Antiquité. J'aime à vous montrer ceci parce que il faut bien comprendre que le mot Christos, d'accord, qui était un rite funéraire, qui provenait du mot africain kerest, qui voulait dire graisser, huiler, oint. C'était une procession funéraire. Voilà l'image. Voilà l'image d'un corps, d'un défunt, qui reçoit l'onction. Cette pratique, cette procession se pratique encore aujourd'hui dans nos villages. Je l'ai démontré ici pendant qu'on lisait le livre des morts. Je l'ai démontré. Évoluons. Je vais vous montrer comment ils ont copié cette pratique africaine. Je vais vous montrer. Soyez patients. Regardez dans le livre. Je vais retourner la caméra parce qu'il faut que vous voyiez exactement ce que je suis en train de montrer. Voilà. Maintenant, ça va être plus clair pour vous. Vous voyez, Exode 29, 7. Tu prendras l'huile d'onction, tu en répandras sur sa tête et tu l'oindras. Souvenez-vous que je vous ai montré l'image originale, que voilà. Voilà l'image originale. Séti Ier fait une onction à Ra, temple de Séti Ier. C'est vers moins 1290 avant l'ère romaine. Séti Ier qui était un pharaon, qui fait une onction à Ra, à Amon-Ra. Et je rappelle que Amon, c'est le nom, c'est les Grecs en fait qui ont traduit ça comme ça. Mais comprenez que tous les religieux finissent leur prière en prononçant le nom de Amon, qui est le Dieu unique, qui siège dans le ciel, que nos anciens ont appelé la lumière de la vie. Je reviendrai dessus. Je vous ai montré un autre rite. Je vous montre d'ailleurs un second plagiat. Regardez ces peuples. Quand est-ce qu'ils ont découvert le rite d'onction? Quand est-ce que l'Exode a été écrite? Parce que pour que l'Exode soit écrite, il a fallu que les Hébreux aient une écriture. Quand est-ce que les caractères hébreux ont existé, ont été découverts ou ont été inventés? Surtout que nous avons la preuve qu'ils n'ont rien inventé. Parce que les caractères hébreux émanent, c'est une copie des caractères africains qu'on appelait le démotique. Même les caractères que les sémites ont utilisés avant l'hébreu, c'était des copies. Jusqu'au grec ancien, c'était des copies. Les langues latines n'avaient pas d'alphabet, n'avaient pas de caractère pour écrire. Ils ont tout recopié. Je vais vous montrer. Voilà comment ils ont plagié cela. Le rite d'onction. Et à cette époque où les Hébreux faisaient ça, les chrétiens n'existaient pas en fait. Quand les Hébreux ont copié ce rite, les Hébreux n'existaient pas. Les Hébreux
n'existait pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les Hébreux, qui avaient toujours voulu coloniser l'Égypte, hein, il faut bien le dire, sous Akhenaton. Et je rappelle ici que Akhenaton était métis. Il a été chassé par les prêtres du temple d'Amon. Il a été chassé d'Afrique. Et c'est à cette période-là qu'il a fui pour aller à Canaan. Canaan qui était un territoire africain qui est devenu par la suite un territoire sémite. C'était la période où les Philistins et les Sékélès, il y a toute une liste de pays, de peuples qui sont donc venus s'installer là-bas parce que l'Afrique venait de perdre son département. Vous allez comprendre pourquoi je parle de tout ça. Parce qu'on est parti de ça, n'est-ce pas, de ceci. C'est les Grecs qui ont vraiment déchiffré le mot Christos, le mot Kérest. Ce sont les Grecs qui l'ont fait. Mais les Grecs n'avaient aucune intention de détruire les temples. Les temples ont été détruits par les Romains. Les Romains qui sont arrivés entre moins 50 et moins 30. Avant de recopier le calendrier africain et de décréter l'an 0. Ils ont poussé le dernier pharaon qui était une femme, qui représentait Isis sur terre. Ils l'ont poussé à se donner la mort. Elle s'est suicidée. Et je rappelle que dans sa descendance, elle a une fille qui a régné sur Mauritanie, le pays des morts, les morts qui ont civilisé l'Europe. Pour ceux qui s'intéressent à la généalogie de la descendance de Cléopâtre, allez faire des recherches. Les Romains, quand ils sont arrivés, ils ne s'intéressaient pas à la spiritualité. Ce qui les intéressait, et je vais montrer d'ailleurs ici comment les Romains, les Grecs, avant d'arriver aux Romains, sont partis de la divinité africaine que voici, n'est-ce pas? Écrivez le nom de cette divinité pour ceux qui sont concentrés. Écrivez le nom de cet ancêtre. Écrivez le nom de cet ancêtre pour ceux qui sont concentrés. C'est qui est là sur l'image? Bien, je vais vous aider parce que ça traîne. Je vais attendre 10 secondes et puis je vais vous aider. Est-ce que vous avez retrouvé le nom? Non, c'est pas Akhenaton. Voilà, je crois que nous avons la réponse. Nous avons la réponse. Ce n'est pas Ra. Vous avez vu la réponse? Que quelqu'un écrive encore cette réponse-là avant qu'on évolue. C'est qui là en image? Bravo. Bravo, sage Sidemeno. Bravo. Il s'agit effectivement d'Osiris. Le seul être qui est ressuscité des morts et qui est monté au ciel, siégé à la droite de son père Ra. 3000 ans avant l'ère romaine. Vous voyez bien, voilà l'image d'Osiris qui n'ont pas pu détruire. Voilà l'image d'Osiris qui n'ont pas pu détruire. Je vais vous montrer comment les Grecs ont falsifié Osiris. Voilà l'image d'Osiris, telle que nous retrouvons encore aujourd'hui dans les musées. Je vais vous montrer comment ils ont fait pour passer de ça à ça. Comment ils sont passés de Osiris à Sérapis Zeus. Et je rappelle que Zeus, c'est du mot Zeus que vient le mot Zeus.
Quand vous allez découvrir la vérité, vous allez recouvrir votre mémoire. Comment est-ce qu'ils ont fait pour passer de ça à ceci? Est-ce que vous êtes prêts à découvrir la vérité, en fait? Les Grecs, quand ils sont arrivés en Afrique, ils avaient matérialisé et sculpté toute leur divinité en noir. Bonsoir, bonsoir ma reine est là. Bonsoir, enfin. Il y a une reine de ce panel qui est arrivée. Comment est-ce que Osiris a été transmuté en Sérapis? C'est juste parce qu'ils ont, tout comme les Hébreux, développé un racisme après qu'ils aient pris le pouvoir à Kemet. Après 100 ans de pouvoir à Kemet, ils se sont rendus compte qu'ils ne seront jamais légitimes. Personne n'a cru que Alexandre le Grand était un pharaon. C'était de l'esbrouf, tout le monde le prenait. Ils n'étaient pas respectés, ces gens. On savait que c'est des colons. C'est à partir de cet instant qu'ils ont demandé à un prêtre africain de leur rédiger toute l'histoire de l'Égypte antique. Et c'est ainsi que Manéthon a rédigé l'histoire qui remontait à plus de 30 000 ans. Pour ceux qui s'intéressent aux travaux de Manéthon, faites des recherches ou venez sur, cliquez sur le lien sur ma bio et venez dans le groupe de partage. Ils sont passés, les Grecs sont passés de Osiris à Sérapis, juste parce qu'ils ne voulaient pas vénérer, ils ne voulaient plus vénérer des divinités noires. Ils ne voulaient plus vénérer des entités noires. Donc c'était à cause du racisme. Mais contrairement aux Romains, eux, ils se sont intégrés. Parce que quand vous voyez l'image de Cléopâtre, elle n'était pas blanche. Donc, ils avaient bien compris que pour garder le pouvoir à Kemet, il fallait absolument prendre une femme autochtone. Parce que le pouvoir se donne à travers la femme en Afrique. De Sérapis, donc, à Messie, il a fallu encore que les Romains arrivent et que les Romains chassent tous les Grecs. Du moins, ils ont laissé les Coptes. Ils ont chassé les Grecs de l'Afrique. Et au 1er siècle, les Hébreux ont été chassés à leur tour de l'Égypte, de Kémet. Ils se sont réfugiés à Babylone, ce qu'on appelle aujourd'hui Iran, Irak. Ils se sont réfugiés en Irak, à Babylone, et c'est de là que le messianisme judaïque est né. Jusqu'ici, nous parlons du messianisme d'influence grecque. Donc, le Sérapis dont je vous ai parlé là, c'est le Messie grec. Le Messie grec s'appelait Sérapis. Mais ça n'a pas duré longtemps parce que les Grecs ont été chassés, ont été défaits du pouvoir. Alors, les Romains arrivent et ça leur prend, au 1er siècle déjà, ils se rendent compte que des travaux des Grecs, mais ça ne les intéresse pas au début, la spiritualité. Ce qui les intéressait, c'était la conquête de plus de territoires. Ils voulaient un empire aussi immense que la planète Terre. C'est ce qui les intéressait. D'ailleurs, même les Grecs, c'est ce qui les intéressait. Parce qu'Alexandre le Grand, après avoir pris le pouvoir à Kémet, il a continué sa conquête vers l'Asie et il est mort là-bas. On n'a jamais retrouvé son corps. C'est pourquoi vous ne retrouverez jamais le corps des peuples barbares. Un corps de 2000 ans de ces gens-là. Nous sommes le seul peuple qui a encore
le corps de ses ancêtres de plus de 4000 ans. Comment les Romains découvrent l'histoire du Messie? C'est en s'appropriant l'histoire des Grecs et celle des Hébreux. Ils se sont rendus compte que les Africains ne voulaient pas se soumettre à eux parce que les Africains pratiquaient le culte d'Osiris, le culte d'Isis, le culte d'Amon et de toutes les divinités que vous connaissez. Donc, ils avaient refusé de se soumettre aux Gréco-Romains. Vous avez pris le pouvoir, mais vous n'avez aucun pouvoir parce que le vrai pouvoir était dans les temples. Les Romains ont donc observé cela. Ils sont rentrés dans la bibliothèque des Grecs, la bibliothèque d'Alexandrie. Je rappelle qu'Alexandrie, c'était une ville qui a été construite en l'honneur d'Alexandre le Grand, le barbare des Grecs. Voilà. Ils ont construit une grande bibliothèque à Alexandrie. Et dans cette bibliothèque, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils traduisaient les textes des temples africains. Et il y a des prêtres qui ont trahi parce qu'il y a des prêtres africains, comme les Manéthons et consorts, qui ont aidé les Grecs à traduire les textes de nos temples. C'est comme ça qu'ils ont pu comprendre ce que voulait dire Kéreste. Et je vous ai expliqué comment ils sont partis de Kéreste à Christos. Il y a d'autres images que je n'ai pas ici, donc je les montrerai une autre fois. Dans le replay de cette vidéo, je vais mettre cette image-là. Comment est-ce qu'ils sont passés de Kéreste, c'est-à-dire le fait de oindre ou de recevoir l'onction? Ils ont traduit ça en grec par expiotos. La traduction latine donne Christos. En fait, c'est Christos. Voilà d'où le mot Christ est venu. Donc, le mot Christ veut dire celui qui a reçu l'onction. Et qui recevait l'onction? Je vous remets l'image. Ce temple existe encore aujourd'hui. Le temple d'Abydos existe encore aujourd'hui. Voilà Ramsès II, c'est-à-dire vers le 13e siècle avant l'ère romaine, qui fait l'onction à Osiris. Je vous montre une autre image, parce que la marmaille va s'arrêter. On va vous démontrer que celui qui a reçu l'onction n'était pas hébreu. Les Hébreux ont recopié. Voilà le temple de Séti Ier. Voilà Séti Ier qui fait une onction à Ra. Ra qui est le père d'Osiris. Osiris qui est la réincarnation de Ra, qui a été ressuscité, qui est monté au ciel, siégé à la droite de son père. 3000 ans avant l'ère romaine. Vous savez désormais qui a reçu l'onction? Voilà ça. C'est Osiris qui reçoit l'onction. Comment est-ce qu'on est passé de ça à ceci? En passant naturellement par ça, n'est-ce pas? Ceux qui ont entendu parler d'Abraham, c'est un personnage mythique qui n'a jamais existé. Comment est-ce qu'ils sont passés de ça à ceci? Tu prendras l'huile d'onction, tu en répandras sur sa tête et tu l'oindras. Exode 29, 7. Les Hébreux ont pris ce rite où? Où est-ce que les Hébreux ont pris ce rite? Expliquez-moi. Les Hébreux ont pris ce rite où? Mais ils ne savent pas pratiquer ce rite. Parce que je vous ai montré ici, je vous ai expliqué qu'il y a deux formes de rite d'onction. Voilà le rite d'onction principal. Parce que tant que ce rite-ci n'est pas fait,
sur le corps du défunt, personne ne reçoit l'onction. Osiris reçoit l'onction quand il se fait tuer par son frère Seth. Je vais répéter, je crois que je ne l'ai pas dit assez fort. Osiris reçoit l'onction quand il s'est fait tuer par son frère Seth. Son frère qui était blanc. Je ne veux pas dire albinos parce que je sais qu'il y en a qui utilisent ça contre nous pour dire que c'est pour ça que nous utilisons dans nos rites les cheveux d'albinos, etc. C'est du n'importe quoi. Voilà le rite de recevoir l'onction. Ce n'est qu'après ce rite qu'il y a résurrection. Si vous ne recevez pas l'onction, il n'y a pas le rite d'intronisation qu'ils ont triché. Ça, c'est le rite d'intronisation. Les tamous, exactement. Quelqu'un a écrit les tamous. Ah oui, c'est la reine. Exactement. Ceux qui ont recopié ce rite, je vais vous donner leur nom. Il y a une reine qui vient d'en parler, donc ça me donne. Ces gens-là, ces gens qui se retrouvent dans la Torah, nos ancêtres les ont appelés les tamous. C'est-à-dire les sauvages. Les tamous, c'est les sauvages. Et les occidentaux, les ancêtres les ont appelés les hamous. Ils les ont appelés les hamous. Alors, les Romains arrivent plus tard dans l'histoire. Quand les Romains arrivent, ils voient cette image ici. Au 1er siècle, hein, ils voient cette image. Et ça, c'est le Messie des Grecs. Graffiti de Sérapis de l'époque romaine. Donc, ils sont troublés, en fait. Les Romains sont troublés. Ils ne savent pas. Est-ce que c'est le Romain c'est le Messie des Grecs qui est Christos? Est-ce que c'est Christos? Est-ce que c'est lui le Messie que les Hébreux ont annoncé dans la Torah? Donc, ils sont dans une confusion totale. Ils ont fusionné. Malheureusement, je n'ai pas les images de l'époque du messianisme hébreu ici. Sinon, j'allais vous montrer les images aussi. Je vais les retravailler pendant la publication du live sur YouTube. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les Grecs, les Grecs sont chassés d'Afrique. Ensuite, les Hébreux qui ont aidé les Romains à chasser les Grecs d'Afrique sont chassés aussi à leur tour. Donc, ils sont chassés et ils veulent retourner quelque part qu'ils appellent Israël, en tout cas à Canaan. Et c'était déjà occupé, en fait. Parce que quand vous quittez un territoire pendant très longtemps, ben, le vide, voilà, la vie s'installe, en fait. Et ce qui s'est installé là-bas, c'est la vie humaine. Donc, les Arabes sur qui les Gréco-Romains ont marché pour arriver en Afrique, se sont installés. Et s'y sont installés. Donc, quand les Juifs, ou bien les Hébreux, utilisons le mot hébreu, sont chassés d'Afrique, au 1er siècle, je dis bien au 1er siècle, ça n'a rien à voir avec l'Exode, ça n'a rien à voir avec cette histoire-là. Donnez-moi une seconde, donnez-moi juste une seconde, donnez-moi une seconde. Voilà. Donc, quand les Romains, les Hébreux sont chassés donc d'Afrique au 1er siècle, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent rentrer sur une terre qu'ils ont prétendu dans la Torah qu'un dieu de la guerre des armées d'Israël, dont un dieu sauvage, leur a promis une terre. Mais ils arrivent sur cette terre, ils trouvent qu'elle est occupée. Qu'est-ce qu'ils font donc? Ils vont plutôt en Irak, à Babylone. C'est là-bas qu'ils ont érigé leur premier temple. Les premiers temples des Hébreux, c'était à Babylone. Écrivez-moi, faites-moi savoir si vous m'entendez, s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous m'entendez.
depuis le mot Tamou, je n'ai pas vu d'autres commentaires. Et vous ne tapotez. Ah, merci, merci. Donc, continuez de tapoter. Hein. Il faut tapoter parce que ce genre de live est attaqué. Il est vraiment attaqué. Qu'est-ce qui se passe? Les Hébreux, donc, étant fâchés des Romains, et je rappelle que ce ne sont pas les Africains qui ont chassé les Hébreux. Ce sont les Romains qui ont chassé les Hébreux d'Afrique. Leurs ancêtres Hyksos n'étaient pas Hébreux. Il faut bien qu'on puisse faire la nuance. Si les Hyksos étaient leurs ancêtres, ils n'étaient pas Hébreux. Les Hyksos ont été chassés au 15e siècle avant l'ère romaine. À cette époque, les Juifs n'existaient pas. Au 16e siècle avant l'ère romaine, les Juifs n'existaient pas. Et les Hébreux n'existaient pas. Le nom que les anciens ont donné à ces gens, c'est-à-dire aux Sémites, c'était les Tamous. Et naturellement, Hyksos, les sauvages. Continuez de partager, famille. Ça descend. Je sais pourquoi. Eh bien, soutenez le live aussi avec des cadeaux. Hein. Voilà. Donc, je vais vous expliquer, parce qu'il faut que ce soit clair une fois pour toutes. Comment est-ce que les Juifs ont été chassés d'Afrique? Et contrairement aux Africains qui ont été chassés de Kemet, je remets l'image de Kemet ici, parce qu'il faut qu'on parle avec la carte. Il faut que vous compreniez bien de quoi nous sommes en train de parler. Vous voyez Kemet? Voilà Kemet. Pour quitter Kemet à Canaan, c'est la marche à pied en fait. Donc, ceux qui ont écrit dans la Torah qu'ils ont fendu la mer Rouge, non, ils n'en avaient pas besoin. Et ils n'avaient pas besoin de faire 40 ans pour quitter Kemet pour aller à Canaan. Voilà Kemet. Voilà Kemet. On ne fait pas 40 ans pour quitter d'un pays frontalier à l'autre. Même si vous faites un pas par jour, c'est impossible. Même si vous ne faites qu'un pas par jour, c'est impossible. Vous ne pouvez pas faire 40 ans. Donc voilà la première marmaille. Ils ont été chassés d'Afrique. Et pourquoi ils ont fui par le nord? Si vous êtes chassé d'un territoire, d'accord? Vous êtes à Kemet, on vous a esclavagisé. Et vous fuyez Kemet pour aller où? Ils ont fui pour aller vers Canaan. C'est-à-dire, ils ont fui pour aller vers où les agresseurs sont venus. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Ils disent qu'ils ont été chassés par les Africains, par les Africains. Mais eux, ils sont partis vers où les agresseurs sont entrés en Afrique. Et je vais expliquer pourquoi l'exode qu'ils ont rédigé dans la Torah est fausse. 1. Tous les personnages qu'ils ont utilisés, Moïse, commençons par Salomon, hein, Salomon, David, Moïse, Abraham, Noé, aucun d'eux n'a jamais existé. Aucun d'eux n'a jamais existé. Le live est attaqué. Tapotez, famille, tapotez. Faites un petit effort, tapotez. Tapotez, famille, tapotez. Faites un tour de partage. Les Romains ont été chassés d'Afrique. Donc, les Hébreux ont été chassés d'Afrique quand ils étaient déjà juifs. Mais à cette époque, les Africains avaient déjà perdu le pouvoir depuis plus de 800 ans. Je vais me répéter, parce que nos frères religieux, ils ne connaissent pas les dates. Et c'est ça leur plus grosse lacune, parce qu'ils ne connaissent pas la datation. Ils ne savent pas quand est-ce que telle chose s'est produite. Donc, je vais un peu vous ramener dans la datation. La carte que je vous mets là, c'est la carte de l'Afrique de l'Antiquité, vers la période où les Grecs ont envahi Kemet. Voilà les peuples de l'Afrique de l'Antiquité.
Donc, si vous êtes africain, vous faites partie d'un de ces grands groupes. Vous êtes peut-être Tois. Les Tois, c'est le peuple qu'on appelle les Pygmées aujourd'hui. Mais c'est péjoratif. Donc, la partie que vous voyez là, en Afrique centrale, la partie bleu, je crois que c'est bleu et vert, c'est ça l'Afrique centrale. Pour nos anciens, l'Afrique centrale, c'était de la Corne d'Afrique. D'ailleurs, la carte était retournée. Hein. Je vais remettre la vraie carte. Je vais nous remettre la vraie carte de l'Afrique. Comme ça, vous allez comprendre pourquoi ça ne peut pas être une corne. Voilà la vraie carte. Et vous voyez le même cercle. Hein, parce que je vais vous parler du point qui est au milieu là, tout à l'heure. Donc, je disais tantôt que remettons la carte-ci qu'ils ont retournée, mais vous allez comprendre pourquoi quand elle est retournée, elle ne fonctionne pas. Quand vous retournez cette carte, elle ne fonctionne plus. Pourquoi? Dans Punt et tous ces noms-là, pour ceux qui vont faire les recherches, vous allez même retrouver certains de ces noms dans la Bible. Voilà. Donc, ils ont marmaillé même dans ces écritures sans comprendre. Mais tôt ou tard, on reviendra dessus. Le point bleu ciel que vous voyez dans Punt, c'est la source la plus lointaine du Nil. Je mets ça comme ça pour que vous voyez mieux. Si ce point-là, qui est le fleuve Congo, si c'est ça, comme c'est ça d'ailleurs, parce que nous ne sommes pas dans si ici, si ils prétendent que la carte est comme ils pensent là, et que voilà la source du Nil, l'eau descend ou bien l'eau monte. Je vais vous expliquer pourquoi ils ont retourné la carte tout à l'heure. Mais je laisse d'abord l'ancienne carte. La source la plus lointaine du Nil, c'est le fleuve Congo. Donc, l'eau ne monte pas pour aller alimenter une rivière, pour aller alimenter une grande rivière comme le Nil. L'eau doit plutôt descendre. Merci. L'eau descend. Et ce qu'ils appellent corne là, ce n'est pas la corne. Quand vous mettez la carte à l'endroit, vous voyez encore la corne. Si vous regardez bien, c'est un visage. Le point qui est la source du Nil, c'est un œil. Et ce qu'ils appellent la corne, c'est un nez. Quand nous allons rentrer plus dans les profondeurs, je vais vous dire à quoi ça sert le nez. Et je vais vous dire à quoi ça sert le front. Voilà la bouche. Voilà. Il y a beaucoup qui ont la connaissance. Donc, je remets leur carte. Donc, le Nil prend sa source dans Punt. Et le Nil traverse couche. Tapotez, on nous a signalé. Tapotez, famille, tapotez, tapotez. Tapotez, 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 tapotez. Ils nous ont signalé. Le Nil prend sa source dans Punt. Quand vous voyez en deçà de Punt, vous voyez les Laba Bemba. C'est le pays des Bantous. Vous voyez la vraie zone d'où viennent les Bantous. Je vais vous mettre une autre carte. Je vais vous mettre une autre carte. Vous voyez d'où viennent les Bantous? Ce n'est pas ça le thème du débat d'aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de peuples qui vivent en Afrique centrale et qui pensent qu'ils sont, originairement de là. Ils ne savent pas que, en fait, en fuyant les barbares, ils sont arrivés dans le pays des Tois et ils n'ont pas été très doux avec eux. D'ailleurs, ça se poursuit encore aujourd'hui. Dans l'enclos colonial appelé Cameroun,
Les autochtones du Cameroun, on les appelle les Baka. Les Baka sont les Tois du Cameroun. C'est eux les autochtones de cet endroit. Tous les autres peuples là, ce sont les peuples qui ont fui Couche, qui ont fui Kemet. D'ailleurs, qui ont fui Canaan à partir du XIIe siècle avant notre ère, en passant par Kemet, de Kemet à Couche et de Couche vers le reste de l'Afrique. Parce que Canaan était un département de Kemet. On y reviendra. Voilà les peuples. Si vous ne connaissez pas de quel grand groupe vous êtes issu, regardez juste cette carte. Est-ce que vous êtes Yimba, Mwaringini, San, Lababemba, Punt, Sara, Nok, Ife, Akan, Songhai, Ouagadou, Mandé, Toubou et tous les peuples d'Afrique du Nord, ce qu'ils appellent l'Afrique du Nord aujourd'hui, ont été exterminés. En dehors des Kémètes qui ont fui pour se réfugier à Couche. Voilà un frère, j'espère que c'est un frère, qui est Ife. Voilà. Mais on n'était pas séparés. Les Ife n'étaient pas séparés des Nok ou des Punt. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer. La capitale de Kama pendant l'Antiquité, c'était Couche. Couche qui commence dans le bassin du Congo. Sur cette carte, vous voyez bien où est situé Couche. C'était plus grand que ça. La capitale de Kama, c'était Couche. Et Couche a plus de pyramides que Kemet. Eux, ils appellent ça pyramide, mais nous appelons ça temple. Et dans la plupart de ces temples, c'était des lieux funéraires. Je ne vais pas en dire plus. Donc, les Romains, pour revenir à eux, ils sont troublés. Ils sont troublés avec cette image. Parce qu'ils savent que les Grecs ne sont pas hébreux. Et ils savent que le Messie des Grecs n'a pas été annoncé dans un livre. Le Messie des Grecs, c'est juste la copie d'Osiris. Mais comment est-ce que les Romains ont voulu marmailler? Comme ils venaient de comprendre que les Kamites ne se soumettaient pas à eux, les Hébreux ne se soumettaient pas à eux, donc ils leur faisaient la guerre. Ils ont compris que pour soumettre tous ces gens, il faut inventer, il faut décréter l'Afrique en 5 métropoles. Hérodote, absolument, absolument. Mais on ne va pas revenir sur les paroles de Hérodote. 5 métropoles, mais une seule capitale. Une seule capitale. 5 métropoles, une seule capitale. Le sud, l'est, l'ouest, le sud, le nord et le centre. Ça fait 5. Ça fait 5. Donc, on revient rapidement sur ceci. Comment est-ce que les Gréco-Romains, ou bien les Romains, parce que les Grecs étaient terminés, parce que voilà, ils ont été vaincus par les Romains. Ils ont été vaincus. Qu'est-ce qui se passe donc? Les Romains donc entrent dans la bibliothèque des Grecs à Alexandrie. Je dis bien la bibliothèque des Grecs parce que c'est les Grecs qui ont érigé cette bibliothèque. Ce ne sont pas nos ancêtres. Nos ancêtres n'avaient aucun intérêt à ériger une bibliothèque dans laquelle ils traduiraient le texte en grec. Ça n'a aucun sens. Donc, les Romains, donc, après près de 100 ans, n'arrivent pas à
D'ailleurs, ils n'ont jamais pu traverser Couche. Ils n'ont jamais pu entrer dans Couche. Ça arrivera plus tard, vers le IVe siècle. Donc, ils se rendent compte qu'il leur manque quelque chose. Pendant ce temps, les Hébreux qui ont été chassés se retrouvent donc à Babylone. Et c'est à Babylone qu'ils ont écrit le premier texte le plus raciste de toute l'humanité. C'est ce texte-là qu'ils appellent le Talmud. Dans le Talmud, ils diabolisent les Romains. Ils appellent les Romains et les Blancs, ce qu'on appelle les Blancs aujourd'hui, les Goy. Les Goy c'est l'appellation que les Hébreux du 1er siècle ont donnée aux Blancs. Et il y a eu à cette époque des dissidents hébreux qui ont décidé qu'il faut que leur Messie vienne, parce que le rôle du Messie des Hébreux, c'est un. Ce n'est pas un Messie qu'ils attendent, c'est un roi. Ils attendent un roi. Ils attendent un roi qui va venir récupérer leur terre, ce qu'ils appellent la terre promise. C'est le but du Messie des Hébreux. Donc, le messianisme hébraïque, c'était des dissidents au judaïsme qui voulaient juste avoir un roi qui allait leur permettre, qui allait être leur caution morale pour aller faire la guerre à Canaan. Mais Canaan et tout ce territoire étaient administrés par les Romains. Donc, ils sont restés dans la clandestinité. C'est à partir de ce moment que les Hébreux ont quitté ce territoire-là pour se disperser dans toute l'Asie, probablement jusqu'en Europe. C'est à partir du 1er siècle. Donc, ce n'est pas à cause de l'Exode qu'ils ont écrit dans la Torah. Ça, c'est une marmaille. Donc, les Romains, donc, au 2e et au 3e siècle, découvrent l'histoire de Yeshua. Et je rappelle que Yeshua, c'était un nom commun chez les Hébreux. Donc, sur 10 personnes, voilà, quelqu'un écrit que les Goïs sont les tribus blanches des Hébreux. Non, ouais. En tout cas, il faut encore rechercher. Il faut encore rechercher. Quand les Hébreux ont écrit le mot Goï dans la Torah, c'était pour diaboliser les Blancs, notamment les Romains. Les Romains qui venaient de les chasser de l'Égypte. Voilà. Et il n'y a même pas que ce mot-là. Et c'est à Babylone qu'ils ont écrit le Talmud. Donc, pour ceux qui n'ont lu que la Torah jusqu'ici, intéressez-vous au Talmud. Venez, si vous avez besoin. Nous, on ne lit pas tous les textes. Nous, on lit le Talmud démystifié, par exemple. Et c'est dans ce livre-là que vous allez avoir toutes ces informations. Mais là, dans le Talmud, ils ont diabolisé les Blancs. Mais nous, ils nous ont diabolisés dans la Torah, c'est-à-dire dans leur livre sacré. Ils nous ont diabolisés dans la Torah. Bon, laissez-moi venir au fait, parce qu'il faut qu'on arrive à ceci. Vous vous souvenez de l'image que je vous ai montrée tout à l'heure? Je vais remontrer l'image. Je vous ai parlé du graffiti du 1er siècle que les Romains ont découvert quand ils ont chassé les Grecs. Voilà une image du Messie des Grecs, Sérapis. Vous voyez bien que c'est bien cette image-là. Comment les Romains, donc, partent de cette image-là au Messie?